avoir une notion claire de ce qui attend l'Afrique dans cette période de 2050. Et la troisième partie, nous allons voir les répercussions de ces éléments-là sur l'immigration en Afrique, sur des thèmes tels que l'immigration, sur des thèmes tels que la digitalisation ou ce qu'on appelle les Startup Nation, qui sont des éléments extrêmement importants que les Africains ne voient pas pour le moment, mais qui vont être imposés aux Africains dans les 10-20 prochaines années, puisqu'on est là en 2025, je parle de 2050. Et en plus de la digitalisation des services, on va voir tout ça. Et ce que j'appelle les réformes pro-business, qui sont des éléments extrêmement importants. Et puis nous allons essayer évidemment de conclure notre exposé à partir de là et prendre des questions auxquelles nous allons nous efforcer de répondre. Il faut dire que comme objectif poursuivi, depuis un bon moment, je suis venu en Afrique, puisque dans la présentation, comme vous le savez, je suis président de la Chambre des commerces canado-africains d'Ottawa. Je réside à Ottawa, la capitale politique du Canada. Et donc, mais je suis en Afrique depuis quelques semaines pour faire la promotion du livre qui est sorti aux éditions Bouquinbec, évidemment au Canada. Le livre que j'ai écrit. Et donc, mon objectif pendant cette période-là, c'est d'inspirer évidemment la jeunesse africaine, comme j'ai dit, la classe dirigeante de demain, ceux qui vont diriger demain, les inspirer, en même temps en avant quelques qualités que le président Donald Trump a eues. C'est vrai que c'est un homme très atypique, bizarre, ambigu même d'ailleurs. Souvent d'autres le qualifient d'homme à problème, conflictuel. Mais c'est parce qu'on n'a pas une nette compréhension, j'en ai dit, de sa politique en réalité. Et l'Afrique n'a pas une nette compréhension de sa politique parce que souvent on est quand même loin. On est loin des réalités nord-américaines, parce que les réalités nord-américaines ne sont pas les mêmes réalités qu'en Europe, encore moins, je me dis, en Afrique. Donc pour moi, il était important quand même que j'expose cela. Mais le plus important, c'est de dire, de parler, comme j'ai dit, des répercussions, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la politique économique, politique de migration, ainsi de suite, et tout ça. L'héritage Trump, quand je parle d'héritage Trump, tout de suite, les différentes questions qu'on m'a posées dans les médias où je suis passé, parce que j'ai été interviewé dans les médias nord-américains, des médias, j'ai envie de dire, africains aussi, on me dit, mais quel héritage Trump en Afrique? Qu'est-ce que tu nous dis? Et la question est donc légitime parce qu'on a mis assez de clichés sur la personne du président Donald Trump en disant qu'effectivement il n'aime pas les Afro-Américains, donc il n'aime pas trop les Africains, et donc il y a une confusion autour de sa politique migratoire, sa politique liée à l'immigration, et donc on dit qu'il est en train de renvoyer tout le monde, et ça fait que les gens n'ont pas une nette compréhension de la situation. Je suis parti simplement de l'idée sur laquelle aujourd'hui dans le Trump 47, ce qu'on appelle, nous on appelle en Amérique du Nord Trump 47, c'est-à-dire le Trump 2, puisque Trump a été le 45e président en 2016, et il est maintenant le 47e président. Et nous voyons que le Trump 47e, en réalité, c'est un Trump qui veut laisser en fait un héritage aux Américains. Vous voyez que le Trump 45 était plus un président qui voulait travailler sur le plan économique et qui avait voulu en fait essayer de translater ses réussites en tant qu'entrepreneur sur le plan économique aux États-Unis. Des choses qu'il a quand même réussi juste avant la Covid qu'on a connue. Et après la Covid, il y a eu vraiment des désastres. Mais le Trump 47, sinon le Trump 2, l'administration Trump 2, qui a commencé le 20 janvier 2025, c'est une administration qui veut en fait laisser un héritage du point de vue des valeurs, un héritage idéologique. Donc une administration qui est plus ou moins liée à une certaine idéologie. Ce n'est pas simplement un impact économique qu'il veut laisser, mais l'impact, il est idéologique, il est, j'ai envie de dire, à tous les niveaux économiques à la fois, et parce que c'est un président qui veut marquer, l'Afrique en tant que telle. Ceci dit,
Parmi les valeurs, j'ai envie de dire, que Trump veut laisser aux Américains, il y a deux types de valeurs, il y a beaucoup de valeurs, mais il y a deux que je retiens, qui sont des valeurs énormes, majeures. Il a même annoncé lors de son discours d'investiture le 20 janvier 2025, la dernière fois. Voici le président Donald John Trump qui dit, en réalité, il dit lors de son discours, Dieu m'a sauvé pour que je puisse restaurer l'Amérique. Donc voici quelqu'un qui met en avant l'une des premières valeurs, il met en avant une valeur à connotation religieuse, ou la reconnaissance en fait, pour lui, il a une certaine reconnaissance d'un être suprême qui est au-dessus de tout le monde, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit animiste. On reconnaît évidemment qu'il existe un Dieu, on est d'accord avec cela. Et vraiment, il est attaché à cette valeur de dimension religieuse en tant que telle. Et quand on descend, quand on vit en Afrique, on voit que cette même valeur de dimension religieuse nous a été inculquée en africain, qu'on soit d'Afrique du Nord, qu'on soit d'Afrique subsaharienne, qu'on soit d'Afrique centrale, qu'on soit chrétien ou musulman, qu'on soit animiste. Nous savons tous que nos parents de tradition, nos aïeux, nous ont dit qu'il y a un être qui est suprême, qui s'appelle Dieu. Voilà, on peut l'analyser comme on veut, mais qui est au-dessus de tout le monde. Et donc cela, ça fait quand même l'unanimité, au sein des populations africaines. Et donc, on constate tout de suite qu'il y a quand même une similitude entre ce que Trump dit et ce que, évidemment, j'ai envie de dire, nous disons en Afrique sur cette valeur de dimension religieuse en la reconnaissance d'un être suprême qui est au-dessus de tout le monde. La deuxième valeur, c'est une valeur liée au genre. Si vous avez bien écouté le président Trump, il a dit lors de son discours, il dit que sous sa mandature, le gouvernement américain ne reconnaîtra que deux genres, le genre masculin et le genre féminin. Vous l'avez bien suivi. Et il a dit, parce qu'il dit qu'il ne connaîtra pas un troisième genre, qui est comme, je vais dire, les transgenres et tout ça. Et ça aussi en Afrique de tradition, je crois qu'on soit en Afrique du Nord, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, de tradition, nos parents nous ont légué cette tradition de ce que la famille séculière en Afrique, c'est l'homme et la femme. Voilà, donc ce sont deux genres, donc le genre masculin, le genre féminin. Et là encore, il y a une rencontre entre nos deux traditions, nos deux valeurs, n'est-ce pas? Puisqu'en Afrique, c'est la même chose, c'est ce qu'on nous a appris. Et également à l'extérieur, c'est ce que Trump veut affirmer dans le monde entier. Donc vous voyez qu'au niveau des valeurs, il y a quand même cette similitude, cette ressemblance entre ce qu'il prône comme valeur et ce que nous prônons. C'est pour ça que je dis, l'héritage que Trump veut laisser aux Américains, en réalité, c'est le même héritage que nos parents nous ont laissé ici en Afrique. C'est pour ça que je parle d'héritage Trump en Afrique. Et troisième élément extrêmement important, quand on prend le parcours du président Donald John Trump, on remarque qu'il a un parcours plus ou moins identique au parcours de l'Afrique en tant que tel. Parce que voici un homme qui est milliardaire et qui décide en 2015 de concourir aux primaires du Parti républicain aux États-Unis d'Amérique et qui devient président par la suite des États-Unis d'Amérique. Donc il est au summum de sa domination. C'est-à-dire qu'il est à la fois milliardaire, il devient le président de la première puissance du monde entier. Et donc, il est au summum de sa domination. Et l'Afrique a connu également ce temps de domination. L'Afrique, c'est vrai, qui est isolée aujourd'hui, dont on traite de tout et de tout nom, et qui n'est pas reconnu par tous comme il se doit. Mais l'Afrique a connu ce temps de domination, de puissance hégémonique, parce que c'est l'Afrique qui a été quand même berceau de l'humanité. L'Afrique a été berceau de l'humanité. L'Afrique a été aussi berceau des sciences. Dieu merci, je suis en Afrique du Nord, il y a l'Égypte à côté. On a vu l'Égypte là où tous les savants occidentaux, les Pythagore, les Plutarque, les Platon sont venus apprendre les sciences mathématiques en Afrique, l'astrologie, l'astronomie, et ainsi de suite. Donc on a connu ça. Et l'Afrique a connu aussi quand même des grands dirigeants comme les pharaons dans l'Égypte antique,
qui ont quand même dominé le monde, qui étaient des grands dirigeants. Donc, on a connu ce même temps-là que le président Donald John Trump a connu. Et après, voici en 2021, il perd le pouvoir, il est blacklisté par toutes les démocraties du monde. Tout le monde a dit non, il ne va plus devenir quelqu'un, et que c'est une personne qui est perdue et que c'est plus possible. Vous avez vu qu'on ne croyait plus à son comeback, hein. On ne croyait pas au retour du président Trump et tout ça. Et donc, il a été blacklisté, comme j'ai dit, spolié, il a été même traîné devant la justice, américaine, il a été même inculpé avec 34 chefs d'accusation. Ce que même El Capo, qui était El Capo, l'homme de la drogue, la mafia, la drogue, n'a jamais connu ce genre de chef d'inculpation. Donc vous comprenez quand même que c'est quelqu'un qui a connu un passage à vide. Et le même passage à vide, l'Afrique l'a connu également, puisque l'Afrique a été esclavagisée, l'Afrique a été colonisée, l'Afrique a été exploitée à tous les niveaux, n'est-ce pas? Et donc on a connu le même passage à vide que lui. Et dans le livre, le troisième temps, je dis que voici, le monsieur ne s'est pas assis simplement. Il est évidemment, il a essayé de s'appuyer sur un certain nombre de valeurs, telles que le courage, l'abnégation, la persévérance, et il s'est relevé, il s'est battu, et il est redevenu, j'en ai dit, président des États-Unis. Et dans le livre, je dis aux Africains, il ne faut pas qu'on soit toujours là pour accuser les autres nations, pour dire oh non, c'est à cause de telle colonisation, à cause de telle exploitation, on n'a pas encore réussi, ainsi de suite. C'est vrai que c'est une histoire, ça fait partie de notre histoire, mais il faut qu'on ait le même courage que Trump a eu, la même abnégation qu'il a eue, la même persévérance qu'il a eue, et qui a fait qu'il s'est battu lui-même et il est revenu à la surface de l'enjeu diplomatique international. Et aujourd'hui, il est au cœur, et sinon il écrit l'histoire du monde. Et nous voyons que son élection est en train de changer beaucoup de choses, comme M. Ahmed l'a dit tout à l'heure. Et je pense que l'Afrique peut se battre à partir de ses propres ressources, à partir de son courage, avec une stratégie claire, et être vraiment dans le Conseil des Nations, et même pourquoi pas ne pas avoir une place dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, avec quand même un droit de veto. Vous voyez que voici un continent qui est quand même un continent quand même très peuplé. On est aujourd'hui à 1,5 milliard, mais on n'a pas, on n'a aucun membre, aucun pays, aucune nation africaine n'a le droit de veto et n'est membre permanent du Conseil de sécurité. C'est quand même extraordinaire. Et je dis dans ce livre combien de fois les Africains peuvent utiliser un certain nombre de stratégies pour pouvoir atteindre ce genre d'objectifs. Ceci dit, vous voyez très bien que l'élection de Trump donc, va changer exorablement le monde. Et vous voyez que ça a commencé déjà à changer le monde avec la question, par exemple, de la transformation, sinon la suspension des activités de l'USAID. Vous avez certainement appris cela. Ça a eu des répercussions énormes sur, j'en ai dit, les budgets de certaines nations africaines. Voilà, parce qu'il y a des nations africaines qui avaient, par exemple, dans leur budget étatique, l'aide au développement, l'aide à la santé publique, par exemple, qui venait de l'USAID, qui est une agence, c'est l'agence de développement international du gouvernement américain. Et donc, vous voyez que simplement ça a des répercussions. Vous avez aussi vu que son élection a eu aussi des répercussions sur l'aspect immigration. Voilà, je crois qu'il y a chaque semaine ou chaque mois, il y a 1200, 1500 chaque mois d'immigrants qui sont renvoyés dans leurs différents pays, et cela quand même pose des défis énormes, que ce soit aux pays africains ou aux pays d'Amérique du Sud qui reçoivent leurs ressortissants qui ont été expulsés de l'Amérique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des pays, par exemple comme le Rwanda, qui ont dit, parce que évidemment la cessation des activités de l'USAID a eu des répercussions, donc le Rwanda est en train par exemple de chercher à renouveler une autre coopération avec la Chine pour pouvoir essayer de combler le vide laissé par la cessation du financement de l'aide au développement que l'USAID leur accordait. Donc lorsqu'on prend tout ceci, on voit véritablement que l'Afrique est obligée
de se refaire. L'Afrique est obligée de se refaire, l'Afrique est obligée de repenser autrement et de se réinventer face aux changements, aux mutations qui arrivent. Et ce sont de grandes mutations, de très grandes mutations, évidemment, qui vont arriver, ça je vous l'assure. Et donc, au titre de ces mutations, je le dis, il y a quand même ce que j'appelle les mutations démographiques qui vont avoir un impact ou des impacts très importants. Et c'est là que je parle, je rentre dans la partie 2 de notre conférence que j'ai intitulée l'agenda Afrique 2050. Vous savez que la croissance démographique, ou vous savez que la démographie est un facteur important, n'est-ce pas, qui a des répercussions sur la politique économique d'un pays, d'une nation, d'une région bien donnée, ou la politique sociale, ou le système de sécurité sociale, le système de santé, d'éducation, parce que la démographie est très importante. Et ce n'est pas moi-même qui le dit simplement. Il y a l'économiste Jean Baudin, qui est un économiste, qui est aussi populationniste, qui dit il ne faut jamais craindre qu'il y ait trop de sujets, trop de citoyens dans un pays, vu qu'il n'y a richesse ni force que d'hommes. Voilà. C'est ce que l'économiste Jean Baudin dit. Il dit une nation est puissante parce qu'elle a une forte démographie. Une nation est grande parce qu'elle a une population forte, active, et cela est très important. Et bien, je voudrais quand même partir à partir de l'historique pour que vous compreniez de quoi je veux parler. Voici, j'en ai dit, la population mondiale, 400 ans, je crois bien, avant Jésus-Christ, la population mondiale était de 153 millions. Et aujourd'hui, nous avançons, j'en ai dit, en 2050, les données de la Banque mondiale disent que la population mondiale sera à 9 milliards 725 millions d'hommes sur Terre d'ici 2050. Et dans cette période, vous savez avec moi qu'actuellement, l'Afrique est environ une population de 1 milliard 500 millions actuellement. Donc nous sommes au cours, de 17,5%. L'Afrique, la population africaine fait 17,5% de la population du monde. Et donc quand même que nous existons, mais souvent c'est des chiffres que les Africains ne connaissent pas même eux-mêmes. Parce que chaque pays est dans son coin, puisque nous, on n'a pas créé les États-Unis d'Afrique. Donc souvent, on ne connaît pas la population africaine, le chiffre global, j'en ai dit que nous sommes. Donc vous voyez que nous sommes 1 milliard, donc ça veut dire que nous faisons aujourd'hui, nous sommes 1 milliard 500 millions, ça veut dire que nous faisons 3 fois le marché européen, 3 fois la population européenne. Je ne sais pas si vous imaginez la force, la capacité, la puissance que nous dégageons. Mais est-ce que nous avons conscience de cela? Et c'est pour ça que nous sommes là pour pouvoir voir. Et pour vous montrer encore l'enjeu de ce que nous sommes en train de dire, on peut repartir un peu encore dans l'histoire. Parce que souvent les Africains ne comprennent pas, ils se demandent mais pourquoi on a été colonisé, pourquoi on a été exploité, pourquoi on a été esclavagisé.